Bien, bonjour à tous, ou rebonjour pour ceux qui étaient en salle Darwin tout à l'heure. Donc merci aux organisateurs de ce congrès et au laboratoire Baxter donc, de m'avoir invité à participer à ce symposium. Je suis tout à fait ravi d'être là. J'ai un lien d'intérêt. Je conseille régulièrement l'advisory board Baxter ICU tout au long de l'année, qui commercialise les small oil, donc vous l'avez compris. Alors on va changer de sujet, on ne va plus parler de sepsis, on va parler de fibrillation atriale ou de flutter, parce que finalement c'est assimilé, de novo et notamment post-opératoire. Pourquoi c'est important de parler de ce sujet, qui d'ailleurs est devenu très à la mode en quelques années, et personnellement j'en suis bien content, parce qu'on s'est longtemps assez peu intéressé à cette affaire, et à mon avis on avait tort. Eh bien pour au moins deux raisons. La première, ça a été dit tout à l'heure, par Bruno Lévy notamment, c'est une complication fréquente, même très fréquente, après chirurgie cardiaque, après chirurgie thoracique. C'est aussi très fréquent dans le sepsis grave, dans le choc septique. C'est un peu moins fréquent, mais ça reste loin d'être exceptionnel, en chirurgie générale, non thoracique ou en réanimation polyvalente médico-chirurgicale. Un, c'est fréquent. Deux, c'est grave. Ça aussi, Bruno vous l'a dit, il a raison. Ça augmente, on le sait maintenant de manière très claire, la morbidité globale. Ça augmente la mortalité à court, à moyen, à long terme. Et puis, évidemment, ça allonge les durées de séjour en réanimation, les durées de séjour à l'hôpital. Et du coup, bien entendu, ça augmente les coûts. Donc, ça vaut le coup, je pense, pour ces deux raisons-là, de s'intéresser de près à cette affaire-là. Les conséquences cliniques de la fibrillation atriale de novo, parce que c'est de ça dont on parle, il y en a plusieurs. La première, c'est la récidive. 40% des malades vont récidiver au moins une fois, la plupart du temps dans les 24 heures. 20% des malades vont récidiver 2 fois. Deuxièmement, les conséquences hémodynamiques immédiates, vous les connaissez, c'est la tolérance hémodynamique de la fibrillation atriale et la baisse du volume d'éjection systolique engendrée par cette fibrillation atriale. Là, ça dépend quand même beaucoup du malade. Il est évident que lorsque l'on est âgé et que l'on a par exemple une myocardiopathie hypertrophique, eh bien, on est beaucoup plus tributaire de sa systole auriculaire pour remplir son ventricule gauche. Et lorsque l'on perd cette systole auriculaire, le débit cardiaque peut chuter de manière tout à fait importante, 20, 30%, 40% parfois. Les modifications hémodynamiques retardées, on les connaît un petit peu moins bien. Bruno en a parlé. C'est notamment la cardiomyopathie rythmique induite par la tachycardie, c'est-à-dire qu'il se produit au bout d'un certain nombre de jours des modifications structurelles ventriculaires gauche avec un ventricule gauche qui se dilate et une fraction d'éjection. Tu nous en as montré un bel exemple avec ton sujet jeune qui s'abaisse. Le risque thromboembolique, tout le monde le connaît, il est considéré comme important et la fibrillation atriale est directement impliquée dans à peu près 15 à 20% des accidents vasculaires cérébraux qui peuvent survenir après chirurgie cardiaque, par exemple. Et puis le dernier point qui est important parce que ça explique finalement ce dont je vais vous parler après et le pourquoi des recommandations sur la prise en charge de la FA de novo, c'est que cette fibrillation atriale, c'est une fibrillation atriale paroxystique. Paroxystique, ça veut dire que 50% des malades vont être de nouveau spontanément en rythme sinusal dans les 24 heures qui suivent le passage en fibrillation atriale. La durée moyenne de l'épisode de fibrillation atriale, notamment post-opératoire, c'est dans la littérature entre 10, 12, 15 heures. 50% des malades sont réduits à 24 heures et 96 à 98% des malades sont réduits avant le 7e jour. Le 7e jour, c'est le seuil au-delà duquel on parle de fibrillation atriale persistante. Donc si je le dis autrement, ça veut dire que seulement 2, 3, 4% des malades, c'est vraiment pas beaucoup, une petite frange de malades, va faire de la fibrillation atriale de novo persistante. OK ? La physiopathologie, on en a un tout petit peu parlé, je vais très vite. C'est différent évidemment de la fibrillation atriale chronique que nos collègues cardiologues gèrent quotidiennement, puisque aux facteurs chroniques liés aux patients, et que vous connaissez bien, je vous ai résumé les principaux ici, s'ajoutent donc des facteurs aigus liés à la chirurgie, si on parle de fibrillation atriale post-opératoire, mais on peut probablement extrapoler cette physiopathologie aux malades graves de réanimation. Et on l'a dit, l'inflammation, le stress oxydatif, mais peut-être plus encore l'hyperadrénergie sont les éléments physiopathologiques essentiels.
Alors ces facteurs chroniques, quand même, ils sont importants parce qu'ils expliquent en grande partie ce que l'on appelle la théorie du seuil, qui vous est représentée ici sur cette plaque. Vous avez en vert donc un premier malade avec peu de comorbidité, juste une hypertension artérielle. En rouge, un deuxième malade avec beaucoup de facteurs chroniques, une hypertension, un diabète, une fuite mitrale, peut-être une maladie de l'oreillette, une BPCO. Et évidemment, lorsque vous proposez à ces deux malades qui n'ont pas du tout le même risque en termes de facteurs chroniques, une même chirurgie, donc ici c'est une chirurgie cardiaque avec son lot d'inflammation, encore une fois, d'hyperadrénergie, de stress oxydatif, et bien évidemment, le risque de fibrillation atriale augmente, mais le premier restera en dessous du seuil et ne fera pas de FA post-opératoire. Le second va passer au-delà et lui va faire donc un ou plusieurs épisodes de fibrillation atriale post-opératoire. La prévention de la FA, la question elle se pose puisqu'on a dit c'est fréquent et ça a un impact négatif sur le pronostic des malades. Donc la question de la prévention se pose véritablement. Dans quelle situation faut-il essayer de mettre en place une stratégie de prévention de la FA de novo? Eh bien, on dit dans toutes les situations où l'incidence est élevée, c'est-à-dire supérieure à 20%. Autrement dit, si on raisonne en termes de rapport bénéfice-risque, de rapport coût-bénéfice, certainement que la chirurgie cardiaque, la chirurgie thoracique générale et puis en réanimation le sepsis grave sont des situations qui méritent une stratégie de prévention de la FA de novo. Et qu'est-ce que l'on peut recommander au vu de la littérature aujourd'hui quand on fait le point de tout ce qui a été proposé? Eh bien, finalement, ça va vous paraître un petit peu décevant probablement, mais les trois choses sur lesquelles on peut recommander, les trois choses que l'on peut recommander sans trop de réserve, sans réserve, c'est 1. Traiter systématiquement tous les facteurs associés. 2. Optimiser, ça a été suggéré, j'insiste là-dessus, le traitement bêta-bloqueur, notamment chez les malades chroniquement traités. L'introduction de novo d'un traitement bêta-bloqueur est une autre question intéressante, mais une autre question plus difficile. Et puis probablement, en tout cas, après chirurgie cardiaque ou après chirurgie thoracique, notamment d'exérèse pulmonaire, on peut proposer, vu l'index thérapeutique très large et une efficacité démontrée dans la littérature, l'utilisation prophylactique du magnésium pendant quelques jours aux doses que je vous ai indiquées ici. Et puis pour le reste, c'est beaucoup plus discutable. On peut discuter sur les corticoïdes et après, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Traiter tous les facteurs associés, c'est fondamental. Ça va sans dire, ça va mieux en le disant. Les facteurs associés principaux, je vous les ai rappelés ici. C'est une recommandation forte qui repose sur essentiellement un avis d'expert, mais une recommandation forte quand même. Et notamment, la limitation du recours aux agents inotropes positifs est un élément important à considérer. Dans toutes les études, quasiment, on retrouve régulièrement l'utilisation des agents inotropes comme un facteur de risque prédictif indépendant de survenue d'une FA de novo en réanimation ou en post-opératoire. L'autre élément, c'est l'optimisation du traitement bêta-bloqueur. Et Bruno, là aussi, a un tout petit peu ouvert le sujet, et j'y reviens parce que c'est quelque chose de fondamental. On vit tous, autant qu'on est, avec cette idée que l'on a acceptée globalement, le traitement bêta-bloqueur chez un malade chroniquement traité doit être repris le plus tôt possible. On vit tous avec cette idée, on a tous le sentiment d'ailleurs que c'est ce que l'on fait et que globalement on le fait plutôt bien. Donc on a mesuré, nous, dans le service, en tout cas lorsque j'étais encore au CHU de Caen, on a mesuré ça en post-opératoire de chirurgie cardiaque chez des malades chroniquement traités par bêta-bloqueurs. Donc c'est la phase 1, vous avez les résultats là, qui sont présentés. Vous voyez, le matin de J1, 40% des malades, de facto, sont de nouveau sous bêta-bloqueur. Le matin de J2, à peine les 2/3. Et puis quand on va plus loin et qu'on regarde non seulement le fait d'avoir repris le traitement bêta-bloqueur, mais en plus d'être à l'objectif thérapeutique, c'est-à-dire d'avoir une fréquence cardiaque qui soit dans la cible thérapeutique, la plupart du temps, vous savez bien ce qui est recommandé, entre 60 et 80, 90 battements par minute, eh bien c'est évidemment encore beaucoup moins bien, et à J2, finalement, seulement la moitié des malades
de facto, sont et sous bêta-bloqueurs et correctement bêta-bloqués. Donc la marge de progression, et il n'y a pas de raison que ça soit différent ailleurs, où on est particulièrement des mauvais élèves en Normandie, mais la marge de progression, vraisemblablement, par rapport à l'idée même que l'on a d'une reprise la plus précoce possible, dont l'intérêt est démontré, elle est grande. Et donc, du coup, on avait mis, enfin, je pense qu'il y est toujours, enfin, j'espère même d'ailleurs, on avait mis en place donc un protocole simple de gestion optimale du traitement bêta-bloqueur en réanimation. Et donc ce protocole, vous l'avez là, donc il fait appel, indifféremment d'ailleurs, et les docteurs pouvaient librement, tout au long du séjour en réanimation, en fonction de l'état du malade et puis de leur ressenti par rapport à la situation, et notamment par rapport à la stabilité hémodynamique, par exemple, par rapport au transit, à l'existence de nausées et vomissements ou que sais-je encore, pouvaient donc switcher entre le bisoprolol et l'esmolol, toujours avec cette idée, comme Bruno vous l'a dit, de titrer avec un objectif thérapeutique, ça c'est fondamental, il faut une fréquence cardiaque cible et un garde-fou qui n'est pas d'hypotension artérielle. Eh bien, lorsque l'on a mis en place ce protocole, et ça c'est la phase 2 de l'étude qui a duré elle aussi 4 mois, donc la durée totale de l'étude était de 8 mois, eh bien vous voyez que aussi bien sur effectivement la reprise du traitement bêta-bloqueur que sur l'atteinte des cibles thérapeutiques prédéfinies, eh bien, on fait beaucoup mieux et à J2, quasiment tous les malades sont de nouveau sous bêta-bloqueur. Or, entre les deux phases, il n'y avait absolument aucune différence sur le profil des malades que l'on gérait, ce qui montre bien qu'au cours de la phase 1, eh bien, on avait une marge de progression et qu'en utilisant un algorithme, et je vous invite à le faire, je pense que c'est assez simple, quelque part, on améliore forcément ces pratiques. Alors maintenant, lorsque l'AFA, elle est là, comment la traiter? Donc ça, c'est à peu près la même série de malades sur 8 mois, c'est ce qui se fait en réanimation cardiaque chirurgicale au CHU de Caen. À Lyon, c'est la même chose. Et partout, en gros, où je vais, je vois ça. Probablement ce que vous faites, on fait surtout de l'amiodarone, du magnésium, et puis aussi des bêta-bloqueurs. Et lorsqu'on regarde s'il y a une évolution des pratiques au fil des mois, on voit que les bêta-bloqueurs gagnent malgré tout progressivement du terrain, mais la myodarone, le magnésium, restent fortement des pratiques qui sont fortement ancrées. Donc la question c'est, est-ce qu'on a raison, en France, de traiter l'AFA de novo comme ça, ou est-ce que l'on a tort? Sur le magnésium, je vous montre cette méta-analyse récente. Alors, les données, on les a surtout en chirurgie cardiaque, en chirurgie thoracique un peu moins, puis sur la réanimation, on a beaucoup moins de données. Ça, c'est une méta-analyse où les études étaient gradées aussi en fonction de leur degré de qualité. Et si l'on considère simplement les études de bonne qualité, parce que vous savez que les études de mauvaise qualité ont toujours un petit peu tendance à favoriser le bras traitement, eh bien, si l'on en croit cette méta-analyse, probablement que autant le magnésium a une place sur la prévention de l'AFA lorsque l'incidence attendue est élevée, sur le traitement, probablement que ça ne marche pas très bien. L'amiodarone maintenant. Alors l'amiodarone, on adore l'amiodarone en France. On adore l'amiodarone. On en fait des caisses, chaque année des caisses. Alors évidemment, elle a certains avantages. D'abord, on en a une très grande expérience, ça c'est indéniable. Et puis, globalement, quand même, à la phase aiguë, y compris sur des malades graves de réanimation, elle est globalement plutôt bien tolérée. Bon, des fois moins bien, mais enfin globalement plutôt bien. Et puis, elle est intéressante si les malades sont notamment sous dobutamine, ce qu'on disait tout à l'heure, parce que l'association dobutamine et smolol, c'est quand même un peu contre-intuitif, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Et puis, lorsque la fraction d'éjection, Bruno vous l'a dit, est très basse, on n'a pas forcément envie de mettre des bêta-bloqueurs. C'est indiscutable, ça, indiscutable. Elle a aussi pas mal d'inconvénients, que je vous ai listés sur l'autre plateau de la balance, qu'on a un petit peu tendance à oublier, quand même, il faut bien le dire. Et notamment, parce que je ne vais pas vous les lister, vous les connaissez, je vous rappelle quand même que ces effets indésirables ne sont pas tous dose dépendants, et que, pour parler seulement des pneumopathies interstitielles diffuses, elles sont assez fréquentes
Et dans 20% des cas, elles sont graves. Elles sont graves, hein. Et c'est tellement vrai que, vous allez le voir, hein, les recommandations contre-indiquent aujourd'hui l'utilisation de l'amiodarone dans les pneumonectomies, par exemple, hein, ou dans les SDRA, ou même globalement dans les BPCO sévères. Alors, que disent-elles justement ces recommandations? Que disent-elles? Parce que finalement, sur les 10 dernières années, on a pas mal de sociétés savantes qui ont proposé donc, des recommandations sur la prévention et le traitement de la fibrillation atriale de novo. Alors je vous le dis tout de suite, hein, il est évident que le corpus de données disponibles dans la littérature, la force des recommandations qui en découlent, va décrescendo lorsque l'on part de la chirurgie cardiaque, où on a beaucoup d'études, tout simplement parce que l'incidence de la FA est très élevée, puis la chirurgie thoracique, la chirurgie générale, et puis enfin la réanimation du malade, éventuellement non chirurgicale. Alors on les passe en revue assez rapidement, une plaque en gros par reco. Les premières, c'est celle-ci, les recommandations nord-américaines, Chess 2005. Elles disent quoi? Elles disent deux choses. Elles disent, on doit savoir ce que l'on veut faire. Est-ce qu'on veut contrôler la fréquence ventriculaire, ralentir la fréquence ventriculaire, une FA rapide, ou est-ce qu'on veut essayer de réduire pharmacologiquement cette EFA pour restaurer le rythme sinusal? Sachant, je vous l'ai dit, que dans 97% des cas, de toute façon, le malade sera de nouveau en rythme sinusal avant J7 ou à J7. Si votre objectif, c'est contrôler la fréquence ventriculaire, ce sont les bêta-bloqueurs qu'il faut utiliser. Et si les bêta-bloqueurs sont réellement contre-indiqués, si vous utilisez un bêta-bloqueur bêta-1 cardiosélectif, on en a parlé, et c'est ce qu'il faut faire, il y a finalement peu de contre-indications, enfin ça peut arriver, alors ce sont les inhibiteurs calciques, ça a été dit tout à l'heure, type diltiazem, qui sont recommandés. Il n'y a pas de place pour l'amiodarone, il n'y a pas de place pour la digoxine si votre objectif est celui-là. Maintenant, si vous voulez faire du rhythm control, vous voulez essayer de rétablir le rythme sinusal, alors peut-être que là, mais la recommandation, vous voyez, est faible, il y a une place pour l'amiodarone, notamment lorsque les patients ont une mauvaise fonction systolique ventriculaire gauche, on en a parlé tout à l'heure, et puis notamment lorsqu'ils sont par exemple sous dobutamine ou sous agoniste bêta-1 adrénergique. Et là, il n'y a pas de place pour les bêta-bloqueurs. 5 ans plus tard, la Société européenne de cardiologie, elle nous dit quoi? Sur la prévention, je n'y reviens pas. Sur le traitement, si on regarde juste, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, les recos fortes, en vert, hein, il faut faire. Le reste, ce sont des recos faibles. Il faut peut-être faire, ou probablement, on n'est pas sûr. Voilà. Elles disent quoi? Elles disent deux choses. Si la FA est mal tolérée, ça arrive, en gros, si elle s'accompagne d'une hypotension artérielle, alors il faut choquer. La priorité est au rétablissement du rythme sinusal pour rétablir la stabilité hémodynamique. Il faut choquer, même si le malade n'est pas anticoagulé à dose efficace à ce moment-là, parce qu'on pose souvent la question. Il faut choquer parce que la priorité est de rétablir la stabilité hémodynamique. Si maintenant cette fibrillation atriale est bien tolérée, pas d'instabilité tensionnelle, ce qui est le cas 9 fois sur 10, j'ai envie de dire, alors là, l'objectif, c'est ralentir la fréquence ventriculaire en utilisant des bêta-bloqueurs et en attendant la résolution spontanée de cette FA, encore une fois, qui, 9,7 fois sur 10, va être paroxystique et de toute façon se résoudre spontanément dans les 7 jours. L'année suivante, les chirurgiens thoraciques cette fois-ci, alors beaucoup de données sont extrapolées à partir de ce que l'on a en chirurgie cardiaque. On retrouve les deux options et que les recommandations sont assez cohérentes. On retrouve les deux options, le rate control d'un côté, les bêta-bloqueurs, recoforte, le rhythm control de l'autre, l'amiodarone éventuellement, reco faible. Pas vraiment en 2011 de raison d'opter pour une option plutôt qu'une autre. Il faut savoir ce qu'on a envie de faire. Néanmoins, pour un certain nombre de raisons qu'on a évoquées, notamment l'hyperadrénergie, l'option 1 est probablement à privilégier en première intention. 2014, les recommandations américaines conjointes, l'American Heart, l'American College, la Heart Rhythm Society, elles disent quoi? Elles disent la FA de novo, notamment post-opératoire, doit être traitée par des bêta-bloqueurs.
Et en cas de contre-indication au bêta-bloqueur, il faut envisager d'utiliser les inhibiteurs calciques. Les dernières, recommandations conjointes, Société européenne d'anesthésiologie, Société européenne de cardiologie, sur la gestion des épisodes de tachycardie supraventriculaire et de fibrillation atriale. L'objectif, habituellement, est de contrôler la fréquence ventriculaire par les bêta-bloqueurs ou les inhibiteurs calciques en cas de contre-indication. Alors, si on essaie de se résumer, je vous propose cette diapo de synthèse, quasiment ma dernière diapositive, pour essayer de faire simple et d'y voir clair. Donc, on a deux cas de figure, en gros. On a le cas de figure le plus fréquent, celui que l'on voit plus de 9 fois sur 10. On a affaire à une fibrillation atriale de novo, bien tolérée, sans hypotension, qui dure depuis moins de 7 jours. Ce qui est recommandé, c'est donc de contrôler la fréquence ventriculaire pour ralentir cette fréquence ventriculaire, on en parlait, éviter notamment l'évolution vers la cardiopathie rythmique. Et là, ce sont les bêta-bloqueurs qui doivent être utilisés en première intention chez le malade de soins critiques, plutôt par voie IV. Donc l'esmolol, relayé ensuite par un bêta-bloqueur oral. En cas de contre-indication formelle au bêta-bloqueur, vous pouvez considérer le diltiazème. Il y a une petite place dans cet objectif-là pour l'amiodarone, notamment en réanimation, pour l'amiodarone IV, en particulier chez les patients qui ont des fractions d'éjection basses ou effondrées, ou chez les patients qui sont sous dobutamine, parce qu'on ne va pas associer, encore une fois, esmolol et dobutamine. Mais les recos sont faibles parce que, en fait, l'efficacité est faible. Néanmoins, on peut la considérer en troisième intention. Deuxième cas de figure beaucoup plus rare, la fibrillation atriale est mal tolérée avec hypotension, il faut choquer. Ou alors, elle est bien tolérée, et là c'est 2, 3, 4% des malades, mais à J7, elle perdure. Ce sont ces quelques malades qui vont faire de la FA de novo persistante. Alors il est légitime, dans ce cas de figure-là, nous disent les recommandations, d'essayer de récupérer, si possible, un rythme sinusal, notamment pour éviter cette évolution vers la cardiopathie rythmique. Et à ce moment-là, ce qui est recommandé après, si possible, 3 semaines d'anticoagulation efficace et un examen échocardiographique pour vérifier l'absence de thrombus, notamment dans l'auricule gauche, eh bien, c'est soit la flécaïne, soit le ritmol, et là c'est une reco forte, soit la myodarone, plutôt orale et non pas IV à ce moment-là, et c'est une reco faible. À chaque fois que vous envisagez d'essayer de récupérer un rythme sinusal et donc de réduire pharmacologiquement la fibrillation atriale, vous devez mettre en place une prévention des récurrences, puisque je vous ai dit, le principal effet, la principale complication de la FA, c'est la récidive. Et la prévention des récidives se fait là avec soit la myodarone, soit la flécaïne, soit le ritmol. Je pense, moi, au mieux, en tout cas, c'est ce que nous, on fait en réanimation cardiaque chirurgicale, en collaboration avec nos collègues rythmologues. Je ne pouvais pas finir sans dire 2 mots de l'anticoagulation, parce que c'est une vraie question. C'est une vraie question et elle est très importante. À partir du moment où une fibrillation atriale de novo persiste plus de 48 heures, ou si vous ne connaissez pas, ce qui est plus rare, mais ça peut arriver, la date de début de cet épisode, il faut anticoaguler le malade à dose efficace, et ce, quel que soit son risque thrombotique, et quelle que soit la méthode que vous envisagez ou pas de mettre en place pour essayer de récupérer un rythme sinusal. Cette anticoagulation doit être prolongée 4 semaines après le retour en rythme sinusal. Pourquoi ? Eh bien, à cause de ces modifications structurelles atriales qui perdurent, et histologiquement, on a des travaux qui sont très jolis, qui montrent ça. Ça n'est pas parce que le rythme sinusal est restauré que ces modifications atriales disparaissent en fait, elles perdurent un certain temps,
Et donc, tant qu'elles sont là, le risque finalement thromboembolique perdure aussi. Et puis, depuis l'année dernière, ça n'était pas le cas dans les recommandations plus anciennes, les anticoagulants oraux directs, vous savez, ces nouveaux anticoagulants qui ne sont plus si nouveaux, eh bien, peuvent raisonnablement, c'est une recommandation faible, être envisagés comme alternative aux AVK dans cet objectif-là. Conclusion, la fibrillation atriale de novo, elle est fréquente en anesthésie-réanimation. Le seul facteur chronique optimisable, c'est le traitement par bêta-bloqueur chez les patients chroniquement traités. La façon dont on gère ces épisodes de fibrillation atriale aiguë en France, vous le savez, vous serez d'accord avec moi, est assez éloignée des recommandations internationales. On pourrait sûrement faire mieux avec la rédaction de protocoles, et les bêta-bloqueurs jouent un rôle tout à fait prépondérant et dans la prévention et dans le traitement de cette fibrillation atriale. Je vous remercie.